Bienvenue dans Verseau ascendant, l'ère qui explore les moments clés et les figures marquantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des premières années de l'indépendance haïtienne, une période cruciale façonnée par les idéaux et les défis de ceux qui ont osé rêver d'une nation libre. Notre point de départ est un texte fascinant qui offre une perspective nuancée sur Jean-Jacques Dessalines, le premier dirigeant d'Haïti. Loin de l'image parfois simpliste qui lui est attribuée, ce texte le dépeint comme un homme aux idées politiques larges, grandes, généreuses, dont le potentiel fut tragiquement interrompu. Dessalines avait des idées politiques larges, grandes, généreuses. Il ne lui a manqué qu'une seule chose, le temps. Il a échappé à un des publicistes haïtiens qui ont le plus chargé sa mémoire de forfaits imaginaires, qui lui ont prêté le plus de rancunes mesquines, de projets absurdes, encensant à ses dépens des individualités inférieures qui n'auraient jamais gouverné Haïti si, au préalable, Dessalines n'en avait été le libérateur. Cet aveu, bon à retenir, Prenez Dessalines avec ses idées originales et son expérience de la Révolution de Saint-Domingue, vengeresse des crimes du régime colonial pendant 3 siècles, et vous le trouverez conséquent avec lui-même, logique en tout point. Malheureusement pour lui et pour son pays, il ne put comprendre que, son rôle de révolutionnaire étant rempli, celui d'administrateur, de gouvernant, commençait après ses glorieux succès dans l'œuvre de l'indépendance. ce rôle d'administrateur, de gouvernant, Dessalines le comprenait admirablement lorsque, immédiatement après l'indépendance, il voulait fonder la véritable indépendance du paysan en faisant de celui-ci un propriétaire du sol. On rapportait de lui ces paroles qui prouvent que non seulement qu'il avait à un haut degré le sentiment de l'équité, mais encore qu'il entendait bien maintenir la paix et la concorde, établir l'ordre dans un pays où tout était véritablement à créer. Nous avons fait la guerre pour les autres. Disait-il au palais de Port-au-Prince dans l'été de 1805, se plaignant amèrement, en présence des généraux Bazelet, Martial Besse, Mentor, du commandant de l'arrondissement Germain Frère, du commandant de la place Bédoué, de l'administrateur Auger et du directeur des domaines Inginac, de ce que les biens qui avaient appartenu aux colons et qui auraient dû revenir au domaine national en vertu de l'article 12 de la Constitution avaient été occupés par des particuliers qui s'en prétendaient à propriétaires sans l'être légitimement. Avant la prise d'armes contre Leclerc, Ajoutait-il, les hommes de couleur, fils de blancs, ne recueillaient point les successions de leurs pères. Comment se fait-il, depuis que nous avons chassé les colons, que leurs enfants réclament leurs biens? Les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront donc rien. J'ai su qu'il n'y a pas dans tout le Sud 100 habitations ou maisons séquestrées, et cependant, j'en ai fait disparaître toutes les familles de colons. Ah, messieurs, si cela doit continuer ainsi, les affaires iront fort mal. On ne se contente pas de dilapider l'État, on conspire, on veut se soulever contre moi. Mais qu'on prenne les armes et on le paiera cher. Est-ce qu'on aurait déjà oublié la guerre civile sous Toussaint et sous Rigaud? J'ai dans chaque localité des gens sur lesquels je puis compter. Tant pis pour les insensés qui s'agiteront. il était plein de colère. Il dit au directeur des domaines, Sans doute, il n'y a plus de biens domaniaux dans la 2e division militaire de l'Ouest. D'après vos rapports de complaisance, les Vastet, les Blanchet auront mis en possession des biens de l'État, les fils de colons, au préjudice de mes pauvres Noirs. Prenez garde à vous. Noirs et mulâtres, nous avons tous combattu contre les Blancs. Les biens que nous avons conquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. ces 3 derniers membres de phrase contiennent une vue de génie. Toute la popularité que Pétion acquit plus tard, il l'a due à la mise en pratique, partielle et partiale, de cette idée de Dessalines. Il est fort à regretter que Inginac et Ardouin, alors qu'ils étaient les conseillers et les collaborateurs du président Boyer, n'aient pu le porter même à dire autant que l'empereur noir. Si Boyer, qui resta 25 ans au pouvoir, avait appliqué les idées de Dessalines, continué d'appliquer, et sur une plus vaste échelle, les lois agraires de Pétion et de Christophe, il eût laissé le pays prospère, les classes agricoles amoureuses de la paix et du travail. Toute la nation eût été enrichie par Boyer et eût béni sa mémoire.
quoique président assisté de 2 chambres et gêné par une constitution qui fourmillait de méticulosité, Boyer, qui n'avait pas les mêmes droits que Dessalines à la reconnaissance des Haïtiens, exerça cependant une autorité au moins aussi dictatoriale que celle qui avait été constitutionnellement confiée à Dessalines, empereur. Quand Dessalines ordonnait à Inginac d'examiner scrupuleusement les titres de propriété et de rejeter ceux qui étaient illégitimes, il ne voulait que faire rentrer d'abord dans le domaine national les plantations et terrains qui devaient être partagés entre tous. C'est parce que cette mesure fut prise, parce que Inginac, envoyé au Cail, commença d'exécuter les ordres qu'il avait reçus de l'empereur, qu'une insurrection éclata dans le sud, qu'elle se propagea dans l'ouest et que Dessalines fut massacré. En 1806, le premier empereur d'Haïti voulut porter quelques-uns de ses concitoyens à produire les titres en vertu desquels il prétendait exercer des droits de propriété sur certaines portions de terrain qui auraient dû revenir au domaine national, mais dont il s'était emparé par fraude ou par force. En même temps, il exigeait d'un petit nombre d'individus qui avaient occupé, sans en avoir le droit, des plantations ayant appartenu à d'anciens colons dont ils portèrent les noms, de prouver, par actes ou témoignages authentiques, qu'ils étaient les fils ou les parents de ces anciens colons et qu'ils en pouvaient hériter. Ces titres, ces actes ou ces témoignages, peu de personnes étaient en mesure de les produire. Les faux propriétaires fomentèrent une révolte à laquelle on prit la précaution de donner une couleur politique pour en masquer la véritable cause. 2 des principaux lieutenants de Dessalines, Étienne-Élie Gérin d'abord, qui commandait dans le sud, et Alexandre Pétion, ensuite qui commandait dans l'ouest, au lieu de réprimer l'insurrection, comme il était de leur devoir de le faire, se mirent à sa tête. Le 17 octobre 1806, le chef d'État élevé sur le pavois à Gonaïves, le 1er janvier 1804, fut assassiné au Pont-Rouge. D'après les ordres de Pétion et de Gérin, une embuscade avait été postée contre lui en cet endroit, situé à une demi-lieue à l'est de Port-au-Prince. Dessalines a été arrêté dans son œuvre dès le premier pas. Ce serait une imposture que de soutenir qu'il n'a été qu'un tyran qui ne conçut aucun programme civilisateur. Il avait des plans de gouvernement excellents, bien conçus, parfaitement exécutables. La liberté des personnes et des biens ne peut être donnée qu'à ceux qui aspirent à sauvegarder la pleine dignité de leur personnalité et qui possèdent des biens. Si on la donne à des serfs, à des paysans qui ne possèdent rien en propre, on constitue l'anarchie. Ils se déchirent pendant longtemps entre eux avant d'arriver à se pacifier, avant de parvenir à se gouverner sagement. Dessalines mort, 3 généraux jouissaient d'une assez grande popularité pour recueillir son héritage. Christophe, Gérin, Pétion. Christophe portait déjà le titre et exerçait les fonctions de général en chef de l'armée haïtienne. Le 21 octobre, on le proclama chef provisoire du gouvernement. Par une circulaire du 3 novembre, adressée aux commandants des 6 divisions militaires, Romain, Toussaint-Brave, Vernet, Pétion, Gérin, Péroux, il les invita à ordonner aux paroisses de se constituer en collèges électoraux à la date du 20 novembre pour procéder à la nomination des membres d'une Assemblée nationale qui serait chargée de donner au pays une nouvelle constitution. Le texte de la circulaire de Christophe est des plus clairs. Étant instant de travailler à la formation d'une constitution, voulant, autant qu'il est en mon pouvoir, accélérer la conclusion de cette œuvre nécessaire, et attendu que le plus sûr moyen d'y parvenir est de réunir les plus sages de nos concitoyens et les plus éclairés sur leurs droits, pour, d'après les vœux du peuple, convenir d'un pacte qui établisse les devoirs de toutes les branches du gouvernement, ainsi que les obligations des Haïtiens, je vous invite à donner des ordres dans chaque paroisse de la division que vous commandez, pour faire assembler, le 20 du présent mois, tous les habitants de chacune de ces paroisses à l'effet d'élire. Dans chacune, un citoyen connu par sa moralité et son amour du bien public, pour la représenter et travailler à notre Constitution. Ces citoyens se réuniront le 30 de ce mois, dans la ville de Port-au-Prince, pour faire, d'après les vœux de leurs commettants, une constitution. Et je n'ai pas besoin de vous recommander d'aider de vos lumières le choix du peuple, en lui indiquant au besoin les personnes qui, à votre connaissance, sont dignes de la confiance publique et pouvant par leur discernement concourir à cet important ouvrage. Vous voudrez bien leur faire observer que la non-résidence dans la paroisse
n'est pas une qualité exclusive de l'élection. Tout citoyen d'Haïti a droit à la nomination, partout où il en sera reconnu digne. Lorsque les divers envoyés des paroisses seront arrivés dans le lieu qui leur est désigné, ils n'auront pas besoin d'autres lettres de convocation que les procès-verbaux de leurs paroisses respectives, pour procéder de suite, après que la légalité en sera reconnue, à terminer le plus tôt possible leur travail. Aidez de votre influence et de vos sages conseils, autant qu'il sera en votre pouvoir, l'Assemblée de nos concitoyens, afin qu'avec la nouvelle année, nous puissions, s'il est possible, offrir au peuple l'étrenne précieuse de la nouvelle Constitution. L'Assemblée constituante qui sortit de ces élections ouvrit ses travaux à Port-au-Prince le 18 décembre 1806. Elle nomma une commission de constitution composée de Pétion, César Télémaque, David Troy, Théodat Trichet, Bruno Blanchet, Magloire Ambroise, Manigat, Bonnet et Lys. Cette commission chargea Bruno Blanchet de la rédaction du rapport qu'elle présenta à l'Assemblée le 27 décembre. Ce même jour, l'Assemblée adopta les conclusions du rapport et vota la Constitution. Ainsi s'achève notre exploration de la pensée et des actions de Dessalines à travers ce texte éclairant. Ce que nous retenons, c'est l'image d'un homme profondément préoccupé par la véritable indépendance de son peuple, une indépendance qui ne pouvait se limiter à la fin de la domination coloniale, mais qui devait s'ancrer dans la propriété et la dignité de chaque citoyen. Son intuition sur le lien essentiel entre la liberté et la possession de biens, bien que brutalement interrompue, a marqué durablement l'histoire d'Haïti. La tragédie de sa mort prématurée soulève une question lancinante. Quel chemin Haïti aurait-elle pu emprunter si Dessalines avait eu le temps de concrétiser pleinement sa vision? L'écho de ses paroles sur l'équité et l'ordre, sa détermination à redistribuer les richesses spoliées, résonnent encore aujourd'hui comme des aspirations inachevées. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin des paradoxes.